Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, chaque semaine, plusieurs fois par semaine, on analyse, on critique, on décortique les shows de la WWE et qu'on sort, surtout de la WWE d'ailleurs ces temps-ci. On a malheureusement un peu laissé tomber les chaînes concurrentes, mais bon, c'est l'été. Parmi nous, certains sont en vacances, certains voyagent, certains pouponnent, et puis d'autres sont toujours là, droits comme des i. Je suis Raphaël et je suis accompagné du i de Papy. Comment vas-tu, Papy? Bonjour les petits enfants, salut Raphaël. Oui, bah oui, alors papy, moi c'est avec un Y, hein, donc c'est pas vraiment un I, c'est un I un peu tordu. Ah Mais oui, pardon. bon, on va l'accepter quand même comme ça, hein. Bah, tu es toi-même un petit peu tordu au fil des âges, donc c'est pour ça. Et voilà, il est un peu à mon image. Voilà, il est voûté. Bah écoute, tu vas bien quand même? Bah oui, la pêche là, sous ce soleil, cette canicule de 20 degrés là, ouh, c'est la fête, c'est juillet. Génial, hein, c'est un ciel gris. Qu'est-ce qu'on est Ah, heureux. bah ça dépend des régions d'où on vit, Papy. Papy, tu es quelqu'un du Nord, tu vois, dans le Sud-Ouest, il fait beau. C'est vrai, t'as du ciel bleu? Bon bah, J'ai du ciel bleu. Bon, j'ai 26 degrés, c'est pas la canicule, mais ça va, ça se porte bien, comme on dit, hein, bon, tranquille. si c'est toi, ça va, je pense que tu le mérites. Ah, c'est gentil, c'est fort aimable. Mais écoutez, bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si chez vous, si vous êtes plutôt du côté de chez Papy ou du côté du Sud-Ouest. Mais dans les terres de catch, en général, c'est plutôt dans le Nord, hein. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas, tu vois, par rapport à toi. Ah oui, voilà, oui, c'est vrai que c'est plus, on va dire, quelque chose dans notre, histoire, dans le nord et dans l'est aussi. On en avait parlé l'autre jour avec tonton, qui est un spécialiste des vieilles histoires de catch, hein. Ouais, c'est dans votre ADN même, comme on peut dire. Voilà, l'ADN du boucher de Béthune et et cetera. Exactement. Ben voilà, tu vois, nous, il nous manque encore. Je désespère pas un jour de relancer une fédération de catch du Sud-Ouest et avec, je sais pas moi, il pourrait y avoir la Chocolat Team, ça s'appellerait. Voilà, ça vient le cannelé de Libourne peut-être? Ah, excellent, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, ouais, ça serait même plus le nom d'une prise de finition, ça, tu vois, le cannelé. Voilà. Ouais, bonne idée. Bon, écoute, avant que tous ces beaux rêves ne soient un jour réalité, s'il y a Et parmi qu'on nous nous pique des. nos idées. Voilà, et surtout si vous êtes des mécènes de catch, hein, si vous êtes de la famille Cannes ou je ne sais pas qui, voilà, si vous voulez une fédé française, 100% scénariste de catch-up, n'hésitez pas à envoyer quelques millions. Voilà, nous on Euh, prend tous les millions, il y a pas de souci. voilà, on en manque un petit peu. Mais avant ça, on va quand même parler de notre futur concurrent, l'Empire Vince McMahon. Donc Monday Night Raw du 6 juillet dernier, en direct du Performance Center. On va finir par le connaître par cœur. Est-ce que tu es prêt, papy, pour ce show? Ah là, mais je suis prêt parce qu'en plus, c'était un show exceptionnel. C'était un show extraordinaire. History will be made tonight, comme on dit, ce qui veut dire en français l'histoire sera fabriquée cette nuit. Et ça commence très fort par le champion de Monday Night Raw, le champion de la WWE, Drew McIntyre, qui arrive et qui ouvre Raw avec sa classe, son charisme. Et il nous dit que bah voilà, Dolph Ziggler, suite à la signature de contrat de la semaine dernière, Dolph Ziggler a les clés en main pour choisir leur stipulation à Extreme Rules. Donc Drew McIntyre dit écoute, il peut choisir des cages, il peut nous faire combattre en haut d'un volcan, il peut y avoir des requins, il peut y avoir tout ce qu'il veut dans tous les cas. C'est moi qui gagnerai et qui repartirai champion. Donc, pas de suspense. Dolph Ziggler, bouge tes fesses et viens nous dire qu'est-ce que tu as choisi. Dolph Ziggler, il arrive, mais il veut pas dire ce qu'il a choisi. Il dit non, non, la stipulation c'est un secret et je serais bien con de te le dire dès maintenant, donc ça restera secret jusqu'au jour J. Et puis bah voilà, donc là au moins on avait pronostiqué deux trois petites choses la semaine dernière. Papy, on va devoir attendre encore un petit peu hein, pour avoir. On saura pas tout de suite. On saura pas tout de suite. Par contre, Ziggler, il en a pas fini. Il commence un peu à se moquer du CV de Drew et il dit ah, si on compare voilà, nos résumés, nos CV, toi, tu as quand même un gros trou entre 2014 et 2017. Ce à quoi Drew McIntyre répond qu'il est tout à fait fier, alors pas d'avoir été viré, mais de son comeback, de sa carrière. Et il prouve à tout le monde que c'est possible de redevenir un champion un jour. Et Dolph dit que ouais, t'es vraiment un ingrat. Il a abandonné du monde sur sa route, hein, Drew McIntyre en devenant champion du monde. Alors il a abandonné Dolph Ziggler, ok, mais il a abandonné quelqu'un d'autre. Et tout d'un coup, un silence de mort tombe sur le Performance Center. Quelqu'un surgit des vestiaires, quelqu'un qu'on ne pensait plus revoir à la WWE, quelqu'un qui faisait partie de la fameuse énorme charrette de licenciés pendant le confinement.
celui qui fut un temps le hottest free agent le free agent le plus hot du business, pardon. Celui qui a des enfants, vous l'avez compris, je parle de Heath Slater, incroyable, avec des lunettes de soleil, un visage pas trop rasé et des petites joues visiblement, il mange des chips en attendant d'avoir du boulot. Il manque d'exercice, je pense, hein. Manque d'exercice pour Heath Slater qui débarque, qui nous dit voilà, qu'il connaît Drew McIntyre depuis le tout début, depuis que celui-ci est arrivé aux States. Il a vu le Chosen One être mis en avant, il a vu ensuite être lâché, il a vu ensuite être repris. Il nous raconte, Heath Slater, qu'il a pleuré de joie devant sa télé quand Drew McIntyre a battu Lesnar. C'était la première fois que ses enfants, ses kids le voyaient pleurer. Mais il dit quand même, quand toi t'as été viré, moi je t'appelais tous les jours, tous les soirs. Et bah, depuis que moi je suis viré, là, c'est silence radio. Alors où étais-tu? Où étais-tu pour moi? Il lui dit qu'il l'aime, que c'est son ami, mais quand même, bah voilà, j'ai été viré, j'ai des kids, c'est pas une gimmick, c'est réel, je suis au chômage. Tu m'avais promis de tout faire pour qu'on ait un match du titre mondial, qu'on ait un match l'un contre l'autre. Maintenant, bah, tu comprends bien, là, j'ai plus d'opportunités. J'ai celle-ci, là, maintenant, devant les télés de Monday Night Raw du monde entier. J'en profite, donc je veux mon moment, je veux mon opportunité, je veux mon match. Et pour être sûr que Drew soit d'accord, et le pouce, et il met une bonne baffe. Et Dolph Ziggler, pardon. Drew McIntyre, il dit, bah oui, ok. Allez, on fait ce match-là. Donc, eh ben, si on pouvait s'attendre à une affiche pareille pour commencer ce Monday Night Raw, Heath Slater contre Drew McIntyre, deux des trois anciens membres du 3MB, dont un qui est quand même le champion de la WWE actuelle. Malheureusement, dès le début du match, Dolph Ziggler essaye de détourner l'attention de Drew McIntyre. Heath Slater se précipite pour en profiter, mais il se mange un Claymore. Et en fait, le match dure. Je crois que tu as les timings, papy, mais on est sur 24 moins d'une secondes. minute. Combien? 24 secondes. Voilà, j'allais dire moins d'une minute, ben voilà, 24 secondes, peut-être le plus, enfin c'est pas peut-être, hein, le plus rapide match de Drew McIntyre depuis des mois. Et ben, il s'en va, hein, le champion, il est pas pavoisé non plus beaucoup là, hein. C'est un peu une situation qui a été très émouvante visiblement pour lui. Pendant le speech de Heath Slater, il était assez marqué, d'ailleurs il n'a pas du tout répondu. Sauf que Dolph Ziggler relève Heath Slater et on sent qu'il est en train de se foutre de sa gueule et de l'insulter un peu. Donc ça commence à partir en baston entre les deux hommes, entre Dolph Ziggler et Heath Slater. Drew McIntyre revient, il fait fuir Dolph, il relève Slater qui est au sol, il lui fait un câlin, il lui lève les bras au ciel. Et puis là, ben, quelle émotion on peut avoir là? C'est assez émouvant, moi j'ai trouvé, mais j'ai pas réussi trop à comprendre ce qui se passait en moi, dans ma tête et dans mon cœur. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est ému? Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas un peu tout ça le catch, papy? Bah oui, c'est tout ça à la fois, mais moi, avant tout, j'ai envie de dire, on est surpris. Mm. Parce que moi, s'il y a bien un gars que j'attendais pas, c'était Heath Slater parce que, déjà, il y avait des pales de rumeurs comme quoi il allait plutôt se diriger vers un autre ancien de ses collègues, Rhino à la Impact Wrestling Mhm. et au final, bah, surprise, alors quand Ziggler faisait sa présentation dans quelqu'un arrivé, je dis: «Bah, c'est pas possible, ça peut pas être, comment il s'appelle? Notre ami l'Indien là, le Jinder. 3e Free MB, Jinder zut! Mahal. Jinder Mahal, voilà, j'ai un petit souci avec lui, non, désolé, pour nos auditeurs. Ça peut pas être Jinder Mahal parce qu'il s'était fait le genou, donc pour moi, il est cuit, pour un bout de quelques mois. Ou alors il Je fais: aurait fait une «Bah, gimmick en fauteuil roulant à la Vicky Guerrero, mais ça aurait été ouais, mieux. voilà, et du coup, bah, en fait, mon cerveau avait tellement admis que Heath Slater était parti pour parvenir que j'ai même pas imaginé que ce soit lui, donc effectivement, grosse surprise quand il arrive. Son segment de micro était plutôt pas mal, hein, en mode sérieux Heath Slater en disant: «Oui, bah, je rigolais avec vos kids, mais c'est la vérité, j'ai 2 enfants, 2 filles». Et là, pour le coup, je suis vraiment au chômage, je suis vraiment dans la merde, sois sympa, donne-moi mon match et en fait, tu vois que Drew part en mode combat, quand il prend la baffe, mais la colère, tu sens qu'elle est contenue, qu'elle est pas vis-à-vis de Heath Slater, qu'elle est vraiment vis-à-vis de Ziggler qui a monté le bourrichon à son copain et du coup, la scène post-match, bah, confirme un peu ça, en fait, qu'il en veut pas à Heath Slater, en fait. Il est troublé par ses mots et il est en colère que Ziggler, ose utiliser son pote pour le manipuler, pour l'envoyer à la boucherie, quoi. Donc bon, après le match, il y a pas de match, mais ouais, c'était plutôt pas mal. Alors je sais pas si ça va chercher quelque chose derrière, pour le pay-per-view notamment, peut-être qu'il y aura une intervention de Slater pour l'un ou pour l'autre. On peut tout imaginer maintenant, mais ouais, c'était une bonne intro sympathique, j'ai trouvé. Il y a
Ouais, il y a un peu débat hein, sur la communauté catchess. Est-ce que c'est juste un one shot et un vrai dernier baroud d'honneur pour Heath Slater? Est-ce que finalement il est prolongé, il est récupéré? De ce que j'ai lu, paraît-il que techniquement il est viré mais encore sous contrat. Alors je sais pas si les gens mélangent pas la clause de 90 jours avec le fait qu'il soit encore sous contrat, parce que en tout cas, c'est comme tu dis, ça a été bien joué puisqu'il était un peu teasé du côté d'Impact Wrestling. Euh, Est-ce qu'il va y aller quand même? Est-ce que finalement, dans cette énorme charrette du mois d'avril, là, il y en a quelques-uns qui vont finir par retrouver leur job? C'est le cas de Drake Maverick avec toute la gimmick, Ouais. toute la storyline à NXT. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont. Peut-être Rowan aussi, hein, côté SmackDown, qu'on imaginerait bien revenir, vu, l'angle que prend, la fête de Bray Wyatt. C'est vrai qu'il y a Ouais, pas mal de possibilités, hein. ouais, ouais, tout à fait. D'ailleurs, bon, déjà, cette charrette était, comment dire, incompréhensiblement chargée déjà à l'époque. Mmh. Donc peut-être que Ils ont finalement. peut-être que Oui. WWE se rend compte qu'ils ont pas perdu tant d'argent que ça, j'en sais rien. Peut-être qu'ils limitent bien la casse, tu as beaucoup d'entreprises qui ont vraiment fait des grosses coupes, bon, du covid et puis en fait, ils se rendent compte qu'ils perdent pas c'est pas si dramatique que ça et eux, comme ils ont réussi à tourner, à faire des épisodes comme toutes les semaines, ça va peut-être limiter la casse, j'en sais rien. Faut un comptable, s'il y a pas un comptable là dans la place pour nous aider. Ah bah déjà, hein, au moment de la charrette, il y avait eu quelques visuels qui étaient sortis sur internet comme quoi, oui, eh ben, entre les shows en Arabie et tous les sponsors qu'ils ont, en soi, le fait de perdre, je sais pas si c'était pas un quart ou un tiers de leur catcheur, c'était pas spécialement légitime. Donc mystère, ça peut être des storylines qui viendront. Moi, en tout cas, comme toi, j'ai été assez, ben, ouais, surpris, un peu bouleversé, quoi, parce que il joue bien le coup, hein, Heath Slater. Il est sûrement vraiment, il a sûrement été vraiment inquiet pour son avenir là quand il a été viré, mais bon, il a la tête, il a l'addiction, il a la tristesse dans le regard. Il était bon et je me suis dit, d'ailleurs à la fin, il y a quand McIntyre vient aider son copain, hein, il regarde Ziggler et on sent qu'il y a dans son regard quelque chose du putain, t'as tapé fort là. Le Ziggler, il est quand même allé chercher loin pour déstabiliser Mmh. le champion. Bien joué de la part du show-off quand même, hein, dans le Ouais, mind pour une fois game. qu'il fait une chose intelligente, on va quand même, lui accorder. Ah ouais, bah ça change un peu Dès qu'il s'intéresse plus aux gonzesses, hein, Ziggler, ça va mieux. Voilà, c'est il a retrouvé un peu de son cerveau de méchant, c'est le cerveau. Voilà, belle intro, donc émouvante avec ce segment final de copains qui se congratulent. Puisqu'on est dans la thématique de l'amitié, on retrouve en coulisses les championnes tag team féminines, les meilleures amies du monde, les Bestas, Sasha Banks et Bailey, mais elles veulent pas répondre aux interviews in-ring, elles veulent aller sur le ring. Donc elle se dépêche d'aller sur le ring. Entre-temps, l'intervieweuse, je ne sais plus qui c'était, mais elle croise Asuka, elle lui demande, bah, Asuka, ce soir vous affrontez Bailey et puis il y a Sasha Banks, ça vous dérange pas d'être un peu toute seule contre deux? Et Asuka nous dit, hihi, mais qui donc a dit que j'étais toute seule? Oh Suspense, oh! suspense lol. Pendant ce temps, donc Sasha Banks et Bailey sont au milieu du ring. Elles nous disent qu'elles ne dorment jamais, qu'elles sont dans les trois shows, dans les trois brands, etc. Elles promettent de battre Asuka notamment. Sasha Banks promet à Extreme Rules de faire tap out Asuka et que les deux filles à elles seules possèdent toute la division. Asuka débarque et, grosse surprise de la soirée, elle fait une promo entièrement en anglais où elle nous dit, bon, pas grand chose non plus, hein, mais en gros, voilà, vous n'êtes pas ready for Asuka, etc. Et puis Asuka a dit, bah Sasha Banks, toi ce soir t'as pas de match, donc je te propose un adversaire. Et encore un retour alors qu'on n'attendait pas. Kairi Sane débarque, alors Kairi Sane elle était annoncée blessée et en plus sur le point de quitter la WWE. Donc je ne sais pas si c'est un retour permanent qui s'installe ou pareil un baroud d'honneur, mais Kairi Sane arrive et on a bien un match. Sasha Banks contre Kairi Sane. Kairi Sane qui est assez affûtée d'ailleurs dans la rencontre. À un moment, voilà, elle est sur le ring pendant que Sasha Banks et Bailey sont dehors. Elle fait une projection, elle tombe sur les deux pendant que Asuka les distrait un petit peu. Ensuite, Sasha Banks domine assez longtemps au sol, elle tire un petit peu les cheveux, elle tire dans les cordes, elle tient la japonaise. Kairi Sen se réveille, elle place une belle série, là elle fait Atemi, elle fait un blockbuster, elle fait un spear, et on enchaîne sur le truc assez commun chez les filles, là, une série de near fall où ça se contre, ça se roule l'une sur l'autre, puis l'une sur l'autre, etc.
Bref, Kairi Sane place un Boston Crab à Sasha Banks, une prise de soumission qui fait très mal à Sasha Banks, tellement mal que sa copine ne peut se retenir. Elle intervient, Bayley se précipite, elle cause la disqualification. Évidemment, Asuka, la japonaise en face, vient aider sa copine, donc ça se répond. Et ça fait un espèce de brawl général avec Kairi Sane qui finit par là aussi sauter dans le vide sur les deux championnes tag team. Et voilà, il y a eu un beau bordel qui ne finit pas là-dessus. Je fais directement la transition, même si on en parle un petit peu plus tard. Mais au micro, Kairi Sane et Asuka en coulisses annoncent demander un challenge, enfin lancer un challenge et demander un match pour le titre tag team la semaine prochaine à Monday Night Raw. Donc retour des Kabuki Warriors. Encore une surprise. Bonne Et oui, surprise. encore une surprise et une Ouais. bonne surprise, effectivement. Comme tu le disais, c'était Kairi Sane, on avait moi, bah, tu vois, comme quoi on lit peut-être trop de rumeurs de temps en temps. Mais moi, dans ma tête, c'était ça, c'était qu'elle était en fin de contrat. En plus, elle voulait retourner au Japon, retrouver son mari ou je ne sais plus quoi, quelle histoire. Et donc, elle était vraiment partante, quoi. Et ils avaient même changé l'affiche entre le début de semaine et fin de semaine, parce que début de semaine, il avait annoncé dans le coin d'Asuka. Fin de semaine, ils avaient refait l'affiche sans Kairi Sane, comme si elle était plus là. Donc, tu te disais vraiment, bon, bah, elle est vraiment en train de partir. Et là, boum, elle revient. Donc, Hmm. bah, bonne surprise pour moi parce que je trouve qu'elle est plutôt douée dans le ring. La petite Kairi et j'aime bien notamment ses coups de coude là qui sont vraiment assez, impressionnants et puis voilà quoi, donc avec Sacha, c'était, plutôt un bon match. Alors attends, faut que je retrouve la durée parce que je parle, mais du coup j'ai perdu le fil. 13 minutes 20, donc quand même un joli match de catch. Ouais. En plus, Kairi Sane qui enchaînait les défaites, avant sa disparition, d'il y a quelques semaines. Là, elle est plutôt en mode, conquérante quoi, limite à 2 doigts de gagner, sans l'intervention de Bayley, donc c'est une sacrée surprise, dans tous les sens du terme et une sacrée bonne surprise et puis comme tu dis, bah, elles défient, les filles pour la Ceinture Tag Team pour la semaine d'après, donc c'est-à-dire qu'elle est encore là au moins une semaine de plus, donc bah, très bien, moi je prends, je prends. Ouais, moi j'ai été vraiment positivement surpris. Au contraire, en fait, j'ai lu comme toi les rumeurs comme quoi elle partait. Et quand Asuka a dit je serai pas toute seule ce soir, je me suis dit limite ça y est, on tourne la page et elle va nous trouver quelqu'un d'autre. Alors Ouais, pareil, elle va se je, trouver vous- une nouvelle copine. voilà, je voyais pas du tout qui, je cherchais vaguement dans ma tête un Raw chez les filles, mais bon, ok, je m'étais dit qui ça peut être. Alors peut-être Natalia, tout ça, mais bon, là on est plutôt chez des Locard ou Naomi ou je sais plus Ou qui. peut-être que comment elle s'appelle, ah, c'est pas possible. Sa copine qui est à NXT, elle aurait pu monter juste pour faire une pige, la championne. Yoshirai? Ouais. Io Shirai, elle aurait pu faire Mhm. une pige. Tu vois? Parce Ça aurait qu'après pu. tout, il y a eu des descentes de NXT cette semaine, donc ça aurait pu le faire dans l'autre sens, hein. Oui, bah voilà, là ça s'est pas. Oui, c'est vrai qu'en plus, oui, il y a eu cette confrontation avec Sasha Banks, mais ben non. Et voilà, je suis plutôt content aussi. C'est vrai que Kairi Sane, elle a douillé, hein, on lui a mis Nia Jax dans les dents pendant un mois là. Mmh. Donc, ben, elle mérite un petit peu plus de performance. Et j'ai bien aimé le match, donc c'était une belle surprise que le retour des Kabuki Warriors. En Je coulisses, valide. oui, en coulisses, malheureusement, ça barde, ça s'envoie dans la tronche et les arbitres sont tous autour d'un mec qui est masqué comme Rey Mysterio et qui gît dans les barricades, alors que Buddy Murphy l'invective, l'interpelle et dit ah, en gros, bien fait pour ta gueule. Mais en fait, c'est pas Rey Mysterio, c'est Aleister Black à qui on a mis un masque de Rey Mysterio. Et visiblement, il est en mauvais état. Donc, bah, Seth Rollins et Buddy Murphy s'en vont, mais les arbitres sont très inquiets, hein. Toujours cette scène où il y a 4 ou 5 arbitres qui font Hey, 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 come on, medical, machin. Parce que du coup, Aleister Black, il est un peu bobo. Et toujours dans les coulisses, il s'en passe des choses dans ces coulisses. Le Big Show croise les Viking Riders. Alors, le Big Show est annoncé ce soir, partenaire tag team des Viking Riders pour affronter Orton et les deux latinos, Andrade et Angel Garza. Et Big Show, il est un peu inquiet parce que les Vikings ils sont un peu rigolards. Ils disent oui, t'inquiète, nous aussi, ça nous a choqué ce qui est arrivé à Edge et Christian. Pour nous, c'est des légendes. D'ailleurs, on va faire nous aussi nos 5 secondes pause. Donc le Big Show, il leur envoie des petits atémis dans la gorge en leur disant bon, les mecs, là, on déconne plus quoi, hein. Orton, il est dangereux, soyez un peu plus vénères. Et les Riders promettent effectivement qu'ils seront au rendez-vous, que le ride sera là ce soir. Et donc, bon, je sais pas si tu veux réagir à ces segments en coulisses. Non, rien de spécial, c'est juste c'est des segments de transition, c'est bien parce que ça permet de faire un petit fil rouge pour les matchs qui arrivent, en fait. C'est toujours intéressant Hmm. d'habiller un peu le contexte.
On en a eu beaucoup ce soir, hein. J'ai trouvé que ça marchait pas mal, mais on en a eu beaucoup. Et des segments qui nous expliquent, comme tu dis, d'abord les débuts, voire parfois les conclusions et les conséquences des matchs. Donc c'était plutôt bien pensé. Ils ont été bien rythmés, ouais. En plus, ils étaient au bon moment, pas trop longs, ils laissaient plus de temps pour le match et pas trop à la suite comme on a parfois 1 heure de suite de segments en backstage. Là, ça Mm. a vraiment bien rythmé le show, en fait. Et on continue dans les surprises. J'espère que t'es prêt, papy, et que t'aimes bien les surprises. Oh là là. Alors, bon, une surprise moins intense, on va dire, mais quand même, le retour du Kevin Owens Show, alors qu'on nous annonçait Kevin Owens plutôt en retrait, un peu méfiant vis-à-vis du Covid. Kevin Owens arrive, Kevin Owens Show. Bon, il commence par foutre tous les sièges qu'il a d'habitude dehors parce qu'il dit, vu mon invité, ça vaut pas la peine. Effectivement, son invité, c'est ni plus ni moins que Seth Rollins, qu'il qualifie de Giant Piece of Trash, donc une grosse merde en gros. Et Seth Rollins arrive, on se rappelle le passif entre les deux hommes. D'ailleurs, Seth le rappelle de suite, hein, il dit bah, comment va ta jambe, Kevin, puisque quand même, voilà, elle était blessée à WrestleMania. Owens il dit bah, depuis WrestleMania, je trouve que ça va pas trop bien pour toi, hein, Seth Rollins. C'est vrai que bon, il rappelle pas tout en le détail, mais on l'a vu, hein, on l'a vécu. Hein, Seth Rollins n'a pas battu Drew McIntyre, il a eu quelques soucis à affronter les uns et les autres. Donc, bah, Kevin Owens il nous dit voilà, WrestleMania c'est spécial, c'est quand même ce pourquoi on travaille dans ce business. Et quand tu affrontes quelqu'un à WrestleMania, ça crée un peu ça crée un lien quand même. Donc, Owens offre à Seth Rollins un superbe t-shirt KO Mania 4 pour le dernier WrestleMania. Seth Rollins n'en veut pas, il le jette à Buddy Murphy qui le jette du ring et Seth Rollins s'est dit voilà, j'en ai rien à foutre en fait, Kevin Owens, de toi, c'est pas à propos de toi, j'en ai rien à foutre de ton show, mais je vais m'en servir comme plateforme. Rey Mysterio est officiellement autorisé à combattre, donc je challenge Rey Mysterio, je le défie pour un match à Extreme Rules pour en finir de toute cette histoire. Et ben Kevin Owens pardon, non, c'est Seth Rollins, excuse-moi, qui finit, qui se retourne vers Kevin Owens et qui lui dit bah, toi aussi, Kevin Owens, à WrestleMania, t'as gagné pour avoir le pin, mais tu t'es aussi sacrifié. Hein, et d'ailleurs, bah, tu parles de mon post WrestleMania, mais ton post WrestleMania à toi est pas ouf non plus. Et c'est vrai que Kevin Owens, il est un petit peu en dents de scie ces dernières semaines. Donc Rollins lui propose de joindre la cause. Il lui dit Owens, arrête de te battre contre moi. Bats-toi avec moi. Deviens un peu un nouvel élément du Greater Good. Owens, le temps qu'il réfléchisse, Rey Mysterio et Dominic débarquent. Rey Mysterio, il va pas par quatre chemins, il commence à parler un petit peu en espagnol comme d'hab, dans ce moment que j'adore particulièrement là. Et has perdido la razón, t'as perdu la raison, tout ça. Il dit ok, Rey Mysterio, je suis là, j'accepte le défi de Seth Rollins à Extreme Rules. Et par contre, Rollins il dit ce soir on devait faire un match tag team, ça devait être Seth Rollins et Buddy Murphy contre Rey Mysterio et Aleister Black. Mais Aleister Black, oh là là, dedans, il est pas là. Alors comment tu vas faire, Rey Mysterio? Est-ce que tu vas faire catcher ton fils Dominic? On sent qu'il voudrait bien ça, Seth Rollins. Mais tout d'un coup, on se rappelle que Kevin Owens est là et Kevin Owens dit bah non, moi je veux bien, tabernacle. Donc du coup, Ah oui. voilà, Kevin Owens devient le partenaire de Rey Mysterio et il va même plus loin. Kevin Owens il dit et on n'a qu'à dire que l'équipe gagnante choisit la stipulation du match entre Rey Mysterio et Seth Rollins à Extreme Rules. Et ben c'est parti, le tag team match. Rey Mysterio commence fort sur Buddy Murphy, lui envoie Huracan Rana à l'extérieur du ring. Ensuite, Owens rentre dans le ring et place des closest line à Buddy Murphy. Seth Rollins fait un court passage, puis on retrouve Rey Mysterio contre Buddy Murphy. Buddy Murphy qui évite un 619. À l'extérieur, Seth provoque Dominic et il dit vas-y Dominic, tape-moi si tu me frappes, donne-moi en gros donne-moi cause disqualification, donne-moi la stipu. Et puis bah, comme Dominic ne réagit pas, il lui met les doigts bien dans les yeux à Dominic, le pauvre qui est aveuglé ensuite pendant plusieurs minutes, qui se frotte les yeux. Personne n'a de collier invisiblement dans la salle, c'est un peu dommage. Seth Rollins se retrouve dans le ring à affronter Kevin Owens, il lui travaille la fameuse jambe blessée. Puis on a un hot tag où Rey Mysterio roule sur Murphy et l'envoie dans tous les sens possibles. Mais Seth Rollins attrape Dominic, là on se croirait dans un film d'espionnage, il le tient à la gorge, plus un pas, plus un geste, sinon je Je vais le fais du mal buter! je vais le buter, je suis un dingue, moi je veux, je veux un hélico, j'ai un hélico sur la croisette, etc. 100 balles à Mars. Exactement, sauf que Aleister Black arrive par derrière, il est un peu boiteux, il a eu un petit peu mal dans les vestiaires, mais Aleister Black il arrive à faire lâcher la prise
à Seth Rollins, Seth Rollins se met à genoux et réclame disqualification. Là aussi, il réclame que Aleister Black le frappe. Décidément, Rollins, il est très dans une soirée frappe-moi, fais-moi mal. Et pendant ce temps, donc c'est le bordel complet, l'arbitre ne sait plus où donner la tête. Dominic aveugle Murphy en lui mettant ses petites paluches d'adolescent dans les yeux. Rey Mysterio peut placer un 619 et un splash, et c'est la victoire des gentils. Ils peuvent donc choisir la stipulation. Malheureusement, Rey Mysterio n'est pas Dolph Ziggler, il sait pas tenir un secret, et surtout, et là, moment un peu gênant, Rey Mysterio choisit comme stipu un œil pour un œil, un oro pour un oro, un eye for an eye. En gros, ce que tu as fait à mon œil, je vais te le faire au tien. Est-ce que tu as compris ce qu'a voulu dire Rey Mysterio là-dedans, et est-ce que tu as aimé tout ce segment papy? Alors moi, de base, je ne comprends jamais ce que Rey Mysterio veut dire, de toute façon, parce Ouais. qu'effectivement, il nous parle toujours un mix entre l'anglais et de l'espagnol. Ici, la familia, es importante. On s'en fout. Et euro pour euro, je pense que ça va être l'occasion de faire un autre match un peu cinématique, filmé quoi, Ouais. avec du montage à tire-larigot et à foison et toutes les expressions que tu veux, qui expriment ce genre de sentiments. Et puis voilà quoi, je vais pas j'attends de voir le jour où ça sera le match, en lui-même. Je pense que ça va pas non plus révolutionner le catch, ce genre de stipulation. Pour le match en lui-même, bah, c'est toujours mieux quand Rey Mysterio catch plutôt que quand il fait des promos. Ça reste quand même plus intéressant. Et par contre, je me suis dit pendant le match, il y a quand même un sacré déséquilibre de force là, parce qu'ils étaient à 4 contre 2 là, les gentils contre les méchants, avec Dominic et Aleister Black en renfort. Mm. Alors certes, il manque, le jeune Austin Theory. Ça y est, j'ai trouvé un nom tout seul, Bravo. dans l'équipe de Rollins, mais il manque aussi, Carrillo dans l'équipe de Rey Mysterio, donc ça va être 5 contre 3. Enfin bref, il y a un déséquilibre. Je pense que il y a un déséquilibre comme ça, sachant que Rollins tente de recruter par tous les biais, des followers. Ça va se rééquilibrer de manière, naturelle, on va dire. Je vois ça 5 contre 3, ça peut pas être bien, il faut que ça fasse 4 contre 4 à un moment, donc on verra qui bascule. Moi, je garde ma piécette sur Dominique parce que tout Bah, le c'est un sens de ado. l'histoire va là-dedans, mais est-ce qu'ils vont pas encore prendre un contre-pied comme ils aiment bien nous faire en ce moment avec des Zayn qui reviennent, des Owens qui revient, enfin bref, on n'est plus à une surprise près, donc bon voilà, je patiente et je suis impatient de savoir la suite. Ouais, il est adolescent, il est malléable, il peut facilement passer du côté obscur, hein, Dominique, on le sent. Oui. C'est vrai que j'ai eu cette sensation aussi. Alors après, Aleister Black est arrivé vraiment en fin de match, mais c'est rare que Seth Rollins se laisse déborder comme ça par le nombre. Globalement, j'ai bien aimé tout ce segment. Déjà, Kevin Owens, je suis toujours hyper heureux de le retrouver. Je pense que notre ami Chris, s'il a vu le show et quand il le verra, sera content aussi. Il est bon au micro. Owens, il est entre guillemets, j'allais dire bon dans le ring. Mais bon, là, il a pas fait grand-chose, hein, Owens, clairement. Mais, euh, mais Rey Mysterio a assuré. Murphy, c'est quand même un de ceux qui abat le plus gros volume de catch là, à chaque fois, qui en prend un peu plein la tronche. Donc j'ai bien aimé le segment, juste déçu de cette fin parce que j'avoue que moi aussi j'y ai compris qu'on allait avoir un match cinématique alors que bah je sais pas, hein, autant quand c'est Bray Wyatt qui est pas un excellent catcheur entre les cordes ou l'Undertaker d'accord, mais là entre Ray et Rollins j'avais envie de voir du vrai catch, un truc voilà là. Mmh. Voilà, peut-être pas un Last Man Standing, non, mais un False Count Anywhere ou je ne sais quoi. Donc j'espère que ça sera juste une première version. On a appris officiellement cette semaine, là, c'est ça, hein, que SummerSlam aussi sera du Performance Center. Euh, Fini les espoirs Oui, tout à fait, ouais, c'est ouais, confirmé. c'est Ringside, je crois, qui nous a transmis l'info sur le Discord. Donc j'espère qu'on aura un vrai match, entre guillemets. Pour le coup, je vais la jouer comme Morton. Je voudrais un vrai wrestling match classique entre Rey Mysterio et Seth Rollins. Et j'espère que ça sera pas trop mal parce que cette histoire des yeux là, ça commence un peu à me sortir par les yeux. Ouais, c'était la blague du jour! C'était la blague du jour. Mais sinon, ouais, je sais pas, Dominique peut-il trahir ou alors ils nous sortent. Mais est-ce qu'ils pourront refaire Ou venir les Black armes? peut-être? On sait Ouais, pas, ça se trouve c'est Black qui va te trahir, je pense qu'ils peuvent sortir une surprise. c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Ouais, il y a pas mal de. C'est un rôle surprenant. C'est un rôle surprenant. On a beaucoup de Yes, surprises. Est-ce qu'on a eu encore une surprise par la suite? Alors, il s'ensuit. Ah oui, voilà, on repart. Ah si! Décidément, que de surprises. Que de surprises. ça n'arrête pas. Charlie Caruso est avec MVP et Bobby Lashley qui veulent
le titre US de Apollo Crews et on apprend que c'est officiel hein, à Extreme Rules. MVP affrontera Apollo Crews pour le titre US. Ils sont ensuite tous les Oh. deux au milieu du ring et MVP explique que Apollo Crews n'est qu'une supernova qui brillait mais qu'il est rentré dans l'orbite de Lashley et d'MVP. Il a toujours mauvaise en gros hein, que Apollo Crews ait refusé son offre. Et surtout, alors je ne sais pas ni Dev ni d'Adam ni comment il a ce droit, mais MVP nous annonce, nous présente, nous dévoile derrière un beau rideau noir la nouvelle ceinture des États-Unis qui est nouvellement stylisée, un design plus moderne, un peu plus raccord avec toutes les autres ceintures de la WWE. Et par contre, Bobby Lashley il dit allez, bah, voilà, on va récompenser le vrai champion US et il commence à l'installer autour des hanches de MVP. Voilà, donc on est un petit peu déçu, je pense, que ça soit MVP et pas Lashley dans la course au titre. Mais tout d'un coup, notre déception retombe. On entend cette fusée, cette musique résonante, Ricochet et Cedric Alexander débarquent. Et ils sont pas contents que leur copain Apollo Crews soit manqué de respect, donc ils se mettent à attaquer Lashley et MVP, et le temps qu'on parte à la pub, quand on revient, c'est un vrai match tag team. MVP il est en costard, il est pas du tout fringué pour catcher. Alexander et Ricochet ils commencent furieusement et plutôt bien sur Bobby Lashley là par une série de kicks, ils virevoltent, ils sautent, ils rebondissent, hein, des vrais ricochets, des petites boules Mais de ça n'arrête flipper. pas. Ça n'arrête pas. Mais MVP à l'extérieur envoie Ricochet dans les barricades, dans l'escalier. Donc il prend assez cher le petit chouchou de Tonton Chris, le petit prince Puma, là, il se fait un peu rouler dessus. Sauf qu'à un moment donné, MVP voit son poulain dominé, il dit oh, vas-y, tag-moi, je vais porter le pin. Il essaye de faire le pin, mais il n'y arrive pas. Et du coup, c'est Alexander qui rentre dans le ring, qui arrive à dégager un petit peu MVP, sauf que Bobby Lashley se tag. Il sort un énorme spear et il découpe Cedric Alexander en deux, donc il l'emporte. Il porte même sa full Nelson sur Alexander. Ricochet viendra se reprendre un peu et sauver son copain. Mais la victoire est bien du côté des challengers au titre US. On verra même plus tard dans les coulisses MVP faire une nouvelle tentative de drag et ce coup-ci à Cedric Alexander à qui il dit ben, si t'en as marre d'être le sidekick de Ricochet, voilà, tu peux venir de notre côté. Donc ça recrute de part et d'autre là, côté Rollins, côté MVP. Est-ce que tu as bien aimé? On avait parlé de la semaine dernière de Ricochet qui était à la bonne place. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est un beau retour en force pour les petits high flyers? Et Ah oui, non, ouais, ils prennent ouais, excuse-moi de couper, oui. vas-y. Mais en plus, je suis d'accord avec toi sur 100 déjà sur un truc, c'est qu'effectivement, ça recrute de tous les côtés et je sais pas si c'est enfin, je sais pas, faut voir ce que ça donne derrière parce que du coup, en plus, c'est pareil, c'est les heels qui essaient de convaincre les faces, tu vois? C'est Rollins pour Owens et là, c'est, notre ami MVP avec, Alexander donc c'est ouais, pour le coup, j'ai trouvé ça un poil redondant, tu vois, du coup, mmh, alors c'est pas mal fait, hein, parce que MVP tient bien le micro, mais ouais, c'est en plus, coup sur coup, là, les 2 segments à la suite, ouais. c'est ouais, une petite, note, négative à ce niveau-là. Sinon oui, donc pour, revenir sur ta question, effectivement, Ricochet et Alexander, bah, ils reviennent comme je le disais, pour moi, c'est pile là où on les attend quoi, à prendre une défaite pour booster un peu les autres, tout en rendant un peu le match spectaculaire. Heu bah, peut-être que du coup, l'interaction avec MVP va leur donner un peu de grain à moudre avec, peut-être, l'un des 2 qui trahira l'autre, on n'en sait rien, je sais pas, ça leur donne un peu d'intérêt, tu vois? Ils étaient un peu à la cave. Là, ils ressortent, ils travaillent un peu leur personnage, ils travaillent un peu leur catch, ça peut être intéressant. Puis, bah, du coup, le fait qu'il y ait ces 2-là plus Lashley, ça compense quand même MVP dans le ring. Malheureusement, je sais pas comment on va pouvoir échapper au désastre qu'il y aura quand il y aura MVP contre notre champion Apollo Crews, au pay-per-view. Mais je l'ai moins senti là, durant ce match qui a duré un petit 6 minutes 45. Donc c'était quand même quasiment le match le plus court de la soirée, en dehors des squashs. Donc c'était pas c'est bien, ça fait évoluer tranquillement le truc et puis la nouvelle ceinture, bah, ouais, c'est bien et imaginons que MVP perd, il va se passer quoi? Il va avoir un ma Est-ce que Apollo va lui voler la nouvelle ceinture? Est-ce qu'ils vont chacun parader avec leur ceinture? C'est, autre chose, à laquelle je me pose des questions, tu vois? Ouais, moi aussi j'ai trouvé un peu bizarre cette histoire de ceinture révélée par le mec qui est pas champion. Donc je me suis dit soit c'est un espèce d'énorme spoil de ce qui va se passer,
soit ouais, je sais pas trop ce qu'il y a derrière. Moi, je suis un peu circonspect que ce soit MVP qui est le shot et que Bobby Lashley accepte visiblement sans discussion que ça soit son boss qui. Bon, bah, peut-être qu'ils en ont discuté en coulisses, hein, peut-être qu'ils se sont dit voilà, ce coup-ci c'est mon tour et après ça c'est à toi. Ouais, puis non, je pense Mm. que en fait, pour moi, ça se justifie en disant MVP amène Lashley au main event. Ouais, Là, c'est une structure intermédiaire, donc il a laissé MVP en fait. C'est la manière de payer MVP, on va dire. ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y a une certaine logique dans l'histoire et puis MVP met beaucoup en avant ses deux précédents règnes et son historique sur ce titre, donc qui est tout à fait légitime. Après, in-ring, c'est un peu autre chose. Peut-être que je peux espérer là une stipulation qui pourrait pallier un petit peu les faiblesses de MVP. Sinon, je crains qu'on aille vers un match. Je pense que ça ira vers un match très court, voire même de pré-show là pour le coup. Ouais, s'il y a pas de stipulation, il faut l'envoyer en pré-show ce match-là, hein. Ouais, c'est sûr que c'est pas celui qui va nous faire rêver, mais en effet, en absence d'Apollo Crews, le retour des deux high flyers, sous l'angle de on est ses copains, on vient le défendre, on fait des beaux matchs, c'est spectaculaire, ça m'a bien plu. Après, toutes ces histoires de recrutement, pour le moment, je dis bien pour le moment, que ce soit Rollins ou MVP, ça marche pas trop. En même temps, ils ont qu'à recruter des heals, hein, ça ira mieux. D'ailleurs, Oui. Shelton Benjamin, lui, il avait l'air motivé, d'accord, mais lui, non, il est pas assez bien, j'imagine, pour être client de MVP. C'est compliqué leur recrutement, ouais. Il est peut-être pas assez face. Ouais, c'est ça, c'est des histoires de transfert, ça. C'est décidément, c'est une soirée où on voit beaucoup, beaucoup de gangs, de bandes. Ça y est, c'est un peu les clans à Monday Night Raw. Un clan qui va pas très bien, c'est le clan des Latinos. Euh, Andrade est en train de s'échauffer dans les coulisses. Angel Garza et Zelina Vega veulent lui parler, mais lui il veut pas. On dit il faut qu'on parle. Lui il dit non, non, non. On dirait un mec Du boudin. bougon. Voilà, un mec bougon dans un couple là qui veut pas discuter. Sauf que Ric Flair débarque. Il les félicite sur leur performance de ces dernières semaines, mais il leur dit voilà, ce soir il faut gagner parce que sinon, il y a Randy Orton qui débarque. Et Randy Orton, il dit voilà, vous êtes tous troisième génération. Angel Garza, t'es troisième génération, toi? Ouais. Andrade, toi aussi? Ouais, ok. Donc, on est tous troisième génération. Et on dit ce soir, il y a le Big Show. Le Big Show, il est à moi. Quand le moment sera opportun, je m'en occupe. Laissez-moi faire. Mais par contre, me chiez pas dans les bottes. Déconnez pas. Faites bien votre taf. Sinon, ça ira mal pour vous. Hein, le chef, là, vraiment. El patron. El Patron en impose, ouais, il m'a fait un peu penser à IRM quand il nous explique comment il faut monter ou publier une vidéo. Et voilà, alors ensuite, oui, voilà, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu as pensé de cette interaction virile d'Orton juste avant qu'on analyse le match qui a eu lieu entre les 6 hommes là. Bon, Ouais. rien de particulier ouais, c'est Orton en mode patron, quoi. Les 2 gosses, sont en train de se chamailler, puis il arrive et c'est moi le patron, on claque des doigts, hop, tout le monde, file droit et puis, bah, là, je vais te laisser raconter la suite, mais on verra que ça se poursuit durant le match, en fait. Ouais, puis la présence de Ric Flair, je trouve, rajoute encore plus de légitimité à Orton, quoi. Il est validé par le papa. Les tauliers sont là. Les tauliers sont là. Donc le match, Big Show et les Viking Riders contre les Latinos et Randy Orton. Donc une grosse affiche là, grosse affiche cette semaine. On continue cette rivalité, cette histoire de guerre des anciens. C'est le Big Show maintenant qui défend l'honneur de Edge et Christian et tous les autres. Donc le Big Show commence contre Angel Garza. Évidemment, il le détruit avec des atémis, des machins, des claques. Le Garza, il prend tout ce qu'il peut sur le thorax, malheureusement, pour lui. Ensuite, Big Show envoie les Vikings faire aussi leur petite prise, là. Eric et Ivar qui donnent des grands coups de genoux. Donc Garza passe un sale moment. Andrade réussit à rentrer. Mais il va prendre Ivar sur le torse qui est projeté par Eric, puis Eric qui est projeté par le Big Show. Donc là aussi, ça fait mal à la cage thoracique. Angel Garza est très vénère. Il y a encore eu une espèce de tension entre les deux hommes au moment du tag et ça s'est mal passé. Ils s'aiment vraiment pas les deux latinos. Donc Orton, qui est à l'extérieur du ring, appelle Garza et lui dit Garza, viens là. Donc Angel Garza débarque. Putain, le Orton, il te le chope à la gorge. Il te l'étouffe à moitié. Il le regarde droit dans les yeux. Il lui dit t'arrêtes de faire le con maintenant. Putain, ce soir, tu m'obéis, t'es sérieux, vous arrêtez votre guéguerre. Tu te tiens droit et tu fais pas chier. Donc ça, c'est. Limite, on se ferait pipi dessus là si Orton nous fait ça au boulot. Je pense que c'est un beau patron. Du coup, ensuite, Orton rentre dans le match en tant qu'homme légal histoire de montrer un peu que c'est lui le boss. Puis il envoie Garza. Ils arrivent quand même à isoler Eric,
le membre des Viking Riders pour le tabasser un petit peu dans son coin à tour de rôle, mais il réussit à faire le tag sur le Big Show. Le Big Show qui s'apprête lui aussi à dominer, qui charge à un moment donné son poing pour mettre KO, je ne sais plus lequel des deux latinos. Orton surgit par derrière, il veut faire un RKO out of nowhere, mais ça marche pas du tout. Le Big Show tente un choc slam sur Andrade, mais Andrade il réussit à contrer et à placer sur le Big Show un sleeper hold, à étrangler le géant. Ça fait un petit peu le bordel dans tous les sens. Ça change à nouveau d'homme légal. Et puis Orton se tag à l'aveugle dans la partie. Il envoie un RKO surprise sur Eric qui était l'homme légal. Il le couvre. 1, 2, 3, victoire des nouveaux. Victoire du clan Hill. Et en coulisses, un petit peu plus tard, on verra, j'en profite pour le citer, ce passage qui était assez drôle. On verra Ric Flair tout content, tout excité, qui bave de partout en disant ouais, on a gagné, tout ça. Randy Orton, il dit ouais, ok, on a gagné. R-Truth surgit avec sa ceinture 24/7. Il commence à croire que Ric Flair, c'est en fait Tozawa déguisé, mais le vrai Bah oui. Tozawa surgit. Donc R-Truth s'enfuit. Et on a une séquence très très drôle, j'ai trouvé, où Randy Orton demande à Tozawa et aux ninjas qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes là, est-ce que vous cherchez R-Truth. Et Tozawa et les ninjas, ils sont, on dirait des petits enfants engueulés par le surveillant à l'école. Ils font oui monsieur, d'accord monsieur, excusez-nous de vous déranger monsieur. Et Orton indique une mauvaise direction aux ninjas, donc il protège R-Truth. Drôle de décision. Alors qu'est-ce que ça peut bien donner ce choix? Est-ce que R-Truth va passer du côté de Orton? Mais bon, papy, plus globalement, qu'est-ce que tu as pensé du match et de ce Randy Orton qui revient patron là de la. Est-ce que c'est la nouvelle Legacy 2.0 là? Ah ouais, on sait pas parce qu'effectivement, il a fait des références au fait que ce soit des catcheurs de plusieurs générations et puis là, ouais, c'est le taulier, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tous les gosses qui courent partout et il dit: «Qu'est-ce que vous avez? Où est-ce que vous allez? Arrêtez de courir par là, marchez tranquillement. Ou toi, tu de faire chier ton copain». Il a tout ordonné, en fait et c'est vrai qu'il a, et c'est marrant parce qu'en fait, finalement, ça fait écho au début du show quand tu as le Big Show qui avait recadré les Viking Raiders qui faisaient aussi un peu trop les cons. Tu as vraiment l'impression des anciennes générations qui disent: «Nous, c'est sérieux et les gosses, arrêtez de faire les gogoles et maintenant on a besoin de level dans le ring, quoi». Donc bon, j'ai trouvé ça marrant là, le petit parallèle entre les 2. Et un autre truc que j'ai trouvé sympa, aussi, c'est que, je sais pas si alors c'est peut-être moi qui me fais des films. Au début du match, tu as Andrade avec son pantalon blanc et Garza avec son pantalon jaune. Mhm. Ils s'entendent pas, tu as Garza qui prend sa branlée par, Orton, il revient dans le ring et puis après il fait son fameux striptease qu'il fait à chaque fois et là, il se met son slip en dessous est blanc, tu vois? Et du coup, il match avec le pantalon d'Andrade et c'est comme si, en fait, le fait de s'être fait engueuler par, Orton, ça ait resolidifié l'équipe et maintenant c'est une vraie équipe, en fait. C'est-à-dire que s'ils deviennent combatifs, ils arrivent, même à réussir à déstabiliser le Big Show avec l'étranglement d'Andrade. Ouais, moi j'ai trouvé ça, bien raconté encore une fois, comme histoire et plutôt plaisant dans le ring. Ouais, mais je suis impatient de voilà quoi, encore une fois, dans ce show, je suis impatient de voir la suite, impatient de voir les latinos peut-être, plus solides que jamais, peut-être aller vers les ceintures tag team et puis voir Orton, continuer à qu'est-ce qu'il va faire avec R-Truth? Est-ce que c'est justement parce que c'est un ancien qui le protège? On sait jamais vraiment ce qu'il veut, avec ses yeux de vipère là, donc je ne sais pas trop, je suis impatient. Eh ben, en tout cas, merci Papy pour cette analyse stylistique. Donc voilà, si vous ne regardiez pas si les couleurs des slips des catcheurs s'accordent, eh ben, Papy le fait pour vous. Et Ah, en tag team, je regarde toujours, si ça en- s'accorde, en- ça ne m'étoque. ça c'est une. Il faut que ça s'accorde en tag team, hein, si c'est une règle d'or. Non, moi j'ai beaucoup aimé ce Randy Orton là. En fait, j'aime bien. Alors Ric Flair, il bave, on comprend rien, mais je trouve que le fait qu'il soit là et c'est même pas qu'il a double, c'est qu'il se place lui-même sous l'autorité d'Orton. En fait, ça en fait une icône là, je trouve Orton un pilier des vestiaires. Ça en fait le grand patron qui l'utilise et qui s'accapare un peu cette tag team, on va dire ouais, un petit peu désordonnée là des latinos pour les recadrer. C'est très pertinent, je trouve, dans l'écriture. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on aura Big Show contre Orton prochainement. Et tous ces gens qui se mêlent là-dedans me plaisent. Le Big Show avec les Viking Riders, c'était plutôt rigolo, mais c'est un beau mélange de plein de gens qui sont talentueux. Donc
Ça me parle. Zelina Vega est un peu en retrait, mais on la filme beaucoup, je trouve, hein. Il aime bien les caméramans. Elle est là quand même. On sent qu'elle est un peu l'âme aussi de l'équipe latino. J'aimerais bien, effectivement, comme tu dis, qu'on passe à autre chose parce que sur le principe, c'est peut-être le bémol. Je trouve que les chamailleries d'Andrade et Garza commencent à être un peu toujours les mêmes. Là, c'est toujours ces histoires de tags qui sont pas clairs. Bon, ok. Ouais, qu'on passe à quelque chose de plus soudé, de plus fort, de plus dangereux, de plus menaçant, et ça deviendra très très intéressant. Et je suis plutôt hypé par la suite comme toi. Donc encore un segment de ce Monday Night Raw réussi, décidément. Quelle soirée, papy. On est gâté, on est gâté. On est gâté, mais il faut bien un petit peu de low card. Donc on va faire notre parenthèse. À une époque, on appelait ça le Jobber's World. Notre parenthèse low card féminine. Et ben dans les coulisses, Peyton Royce et Billie Kay se foutent un peu de la gueule de Ruby Riott. Elle se retrouve sur le ring puisque Ruby Riott affronte Billie Kay. Hein, elle avait affronté Peyton Royce la semaine dernière. Donc allez, on prend quasiment les mêmes et on recommence. Bon, le fait marquant du match, c'est que Ruby Riott se fait arracher ses extensions de cheveux verts et puis Peyton Royce fait une légère distraction lorsque Riott est sur le turnbuckle, ce qui fait que Billie Kay peut placer son finisher, là, son espèce de. D'abord, elle utilise son coup de pied pour claquer contre la tête de son adversaire, puis son espèce de brise-mâchoire, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, Billie Kay Ouais, c'est l'emporte. moche. Ouais, Peyton Royce avait gagné déjà la semaine dernière, hein, si ma mémoire est bonne, Ruby Riott, elle arrête pas de perdre. En plus, on insiste bien sur le fait qu'elle a plus Liv Morgan, qu'elle sait pas où elle est, qu'elle est toute seule. On se souvient qu'elle avait été légèrement draguée par l'équipe de Lana et de Natalia la semaine dernière. Est-ce qu'on va pas avoir une nouvelle faction qui se crée? Bon, est-ce que ça mérite de se poser beaucoup de questions pour cette low-card? Qu'est-ce que t'en as pensé, Non, Papy? non, mais voilà, c'est comme tu dis, c'est la low card, ça il en faut de toute façon, on le sait donc ça fait office d'eux. C'était pas le match était pas terrible, pas bon parce qu'en plus Billie Kay, je pense que c'est la plus faible du lot, en fait et son Ouais. finisher est vraiment moche. Elle avait déjà fait un finisher moche la fois d'avant, là, c'est remoche. Je suis pas sûr qu'elle le maîtrise très bien, son finisher et 2 minutes 30 de catch, bon voilà, ça méritait pas plus. Moi je pense, vraiment que Ruby Riott va faire un face turn et rejoindre Liv Morgan et vers un revival du Riott Squad en mode face. J'attends vraiment ça, surtout qu'en plus on vient d'apprendre que leur troisième membre ne reviendra pas elle, vu qu'elle vient d'annoncer qu'elle est enceinte. Ouais. Donc voilà, donc ils vont rester à 2 bonnes copines et je pense que ça va faire une équipe, pour la low card, voilà, il en faut. Ouais, il en faut. Enceinte du bel Eric des Viking Riders d'ailleurs. Donc Ah, peut-être que il lui. a pas réussi à draguer, ni, la serveuse du bowling, ni, l'arbitre, ni la policière, ni tout ça, mais il a eu Sarah Logan. Ouais, bon, peut-être que lui prendra un petit congé paternité aussi. On verra bien, hein. On verra bien ce qu'il en est dans les semaines à venir. Mais oui, bon, ouais, comme je dis, c'est de la low-card, donc ça m'intéresse pas plus que ça. C'est rigolo, parce que les Iconics, elles sont quand même rigolotes, mais ça va pas chercher bien loin. Par contre, le main event, lui, est féminin, lui aussi. C'est Oui. le match champion contre champion, Asuka qui affronte Bailey. Donc en coulisses au micro de Charlie Caruso, Sasha Banks accepte le défi de la semaine prochaine, c'est-à-dire de mettre les ceintures tag team en jeu contre les Kabuki Warriors, ce à quoi Bailey tire un peu la langue, hein. Elle n'était pas tout à fait d'accord, Bailey, mais bon, ça devient la nouvelle gimmick, hein. L'une accepte ce que l'autre voulait pas, on verra jusqu'à quand ils vont nous faire le coup. En tout cas, alors que le match s'apprête à commencer, Nikki Cross est assise à la table des commentateurs. Elle est toute excitée, mais les agents de sécurité sont pas d'accord parce que, nom de Dieu, c'est Monday Nitro, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle a pas le droit d'être là, elle est à SmackDown. Bon, alors c'est la même salle depuis des mois, mais c'est pas grave. Heureusement, les commentateurs calment le jeu vis-à-vis de la sécurité. Ils disent non, non, c'est bon, elle peut rester, elle peut rester. Donc Asuka, Bailey, Sasha Banks, tout le monde arrive. Sauf que très vite, alors que le match a commencé, Bayley va à l'extérieur et arrache le casque de Nikki Cross. Donc Nikki Cross, elle veut se jeter sur la championne. La sécurité intervient, l'attrape, ils vont la foutre à l'extérieur. C'est fini comme ça, on arrête les conneries. Cette intervention profite à Asuka qui fout un gros coup de genou à Bayley, mais ensuite Bayley va avoir une longue phase de domination. À l'extérieur du ring, il y a des petites tensions entre Kairi Sane et Sasha Banks qui permet à Asuka de mettre un kick à Bayley et de reprendre un petit peu le dessus. Mais Bayley reprend le dessus pendant un long moment. Elle retourne à l'extérieur du ring, elle fout la tête d'Asuka contre la table des commentateurs. Et puis elle fait une petite pause là où elle prend le casque qu'a laissé Nikki Cross pour discuter en mode ouais voilà, peinard en plein match, j'ai le temps pour taper la discute.
Donc Bailey domine longtemps pendant que Sasha Banks tourne autour. Elle a les 2 ceintures sur les épaules, elle bitch aussi. Voilà, elles sont un moment assez long et pas très agréable. Et puis quand même, Asuka finit par se réveiller à coups de claque. Elle va faire un codebreaker, elle va faire un dropkick, un German suplex. Sa prise là où elle fait un coup de fesse là en courant à toute vitesse et en se retournant au dernier moment. Donc gros enchaînement, mais qui se termine par un near fall, simplement 2. Asuka déroule un petit peu toutes ses prises. Là, elle a fait une vague, la deuxième vague de la japonaise. Mais au moment où elles sont debout à l'extérieur, enfin debout sur le bord du ring qui est hors des cordes, Bailey lui envoie la tête contre le turnbuckle, puis lui envoie les genoux dans la barricade. Donc Asuka est un peu plus dans le mal, sauf qu'à l'extérieur, Bailey en profite pour baffer Kairi Sane. Kairi Sane, elle est furieuse, elle monte dans le ring. L'arbitre l'empêche de monter sur le ring pour causer la disqualification, sauf que du coup, l'arbitre ne voit pas que Sacha en profite pour taper Asuka. Excuse-moi, je m'interromps dans ma diction. Sasha Banks va chercher une bouteille d'eau alors que Bailey domine Asuka et arrose un petit peu Asuka, mais Nikki Cross tout d'un coup est de retour, sauf qu'elle est du côté du public, elle tape à fond sur la barrière de plexiglas. Elle distrait un peu, elle distrait Bailey et Sasha Banks là qui croisent son regard, qui sont un petit peu étonnés de la revoir. Là-dessus, Asuka réussit à coincer Bailey dans la Asuka Lock. Ça marche pas, mais elle tente un roll-up qui lui va marcher. Victoire 1, 2, 3. Asuka l'emporte dans ce combat championne contre championne. Nikki Cross est toute contente, elle sourit, elle est bien fière de son coup à l'extérieur. Et puis ben voilà, les deux méchantes qu'on aura vues toute la semaine et encore une fois en grande partie dans ce show, ce coup-ci elles n'ont pas réussi à gagner. Donc ben voilà, est-ce que tu es content? Est-ce que cette victoire d'Asuka te paraît légitime? Est-ce que tu as aimé le match? Est-ce que c'est un bon main event? Ah oui, moi je trouve que c'est un bon main event. Ouais, la victoire paraît légitime parce que de toute façon, ils s'échangent les victoires entre les unes les autres. Vu que toutes les filles, il y a vraiment une toute petite division féminine en ce moment qui fait tous les shows, bah forcément, il est bien obligatoire qu'au bout d'un moment, il y ait des victoires. Alors c'est des victoires rarement clean et rarement convaincantes. L'autre jour, je sais plus ce qui s'était passé, une intervention. Là, cette fois-ci, c'est un roll-up. Ouais, bon, il y a bon, juste le point noir, c'est la petite intervention à la fin de Nikki Cross que j'ai pas trouvé super crédible en fait. Elle se met à taper sur le plexi, puis d'un coup, tu as Bayley qui a peur comme si elle avait vu un mort-vivant revenir. Alors que bon, ouais, j'ai pas trop compris, c'est pourquoi elle a eu autant peur, elle s'est autant fait distraire, quoi. C'est le Ouais. seul petit point noir du segment parce que par contre, on a eu, ouais, un long match, 23 minutes 25 secondes, donc pour un main event et plus de 20 minutes, c'est rare et il faut le souligner. Et puis Ouais. le reste, c'était plutôt bien. Il y a eu des passages effectivement avec, bah, au début quand tu as Nikki Cross qui arrive, et puis qui avec Samoa Joe qui fait un peu le bouffon en ce moment, qui ça me plaît plutôt, qui dit: «Ouais, non, elle est avec moi, vous inquiétez pas, il y a pas de souci». Et puis, finalement, elle se fait exclure. Tu as Bayley qui revient après aux commentaires. Tu as plusieurs phases comme ça dans le match. Tu as Kairi Sane qui fait un spear à Sacha sur le finish quand même, c'est ça qui Ouais. l'empêche d'intervenir. Tu as, Asuka qui envoie une sacrée patate dans la tronche de Bayley. À un moment, je me demande si elle l'a pas vraiment bien touché ce coup-ci parce qu'on la voit après qu'elle la regarde, d'ailleurs de dire: «Est-ce que ça va? Est-ce que je t'ai mis KO?» Et puis même, elle lui fait un petit signe de tête en disant: «Attention, là, je vais t'envoyer mon coup de cul». C'était ouais, c'était stiff ce passage-là, donc ouais, bah, non, voilà, plutôt satisfait d'avoir ça en main event. J'ai trouvé que pour un main event, enfin, je sais pas pour être, misogyne ou critique à ce niveau-là, mais pour un main event de filles, c'était plutôt bien assuré et voilà, on avait eu un peu de mal avec la division féminine, là, il y a quelques semaines et je trouve que ça se remet bien, dans le bon sens, de la marche, hein, donc ouais, j'ai apprécié. Ouais, peut-être un petit peu presque trop long, j'ai trouvé. Il y a eu des passages un petit peu longués là, mais il fallait ça, hein. C'est le personnage de Bailey et Banks là d'être des bitcheuses, prétentieuses, etc. Mais j'ai trouvé que Bailey a quand même peut-être un peu trop outrageusement dominé, on va dire, les 2 tiers, voire les 3 quarts du match. Mais en soi, on leur donne du temps, on leur donne de l'exposition. C'est une bonne feud en plus qui croise les divisions, comme tu dis, puisque Sasha Banks va affronter Asuka pour le titre de Raw. Bailey est à SmackDown. J'ai quand même beaucoup aimé le fait que Nikki Cross, même si son intervention finale était un peu bizarre, Nikki Cross, qui est la future challengeuse donc de Bailey, s'assume en tant que personnage tout seul. Et le fait que Alexa Bliss n'était pas là, je trouve que c'était très bénéfique.
Ouais, je suis C'était d'accord avec toi. c'était vraiment Nikki Cross toute seule. Elle peut être catcheuse aussi toute seule. Elle n'est pas juste la moitié d'une tag team. Donc bonne idée, bonne trouvaille scénaristique. Et je trouve la victoire d'Asuka beaucoup plus logique, puisqu'effectivement, c'est vrai que les deux autres, elles dominent tout, donc il faut bien qu'un peu elles apparaissent moins dominantes. En plus, avec Kairi Sane, comme on l'a dit, qui est de retour, un peu surprenant, et il faut qu'elle prouve qu'elle a aussi son rôle à jouer, qu'on ait un espoir pour la semaine prochaine de changement de titre. Donc tout était relativement bien pensé, et on conclut plutôt bien un show. C'est assez le jour et la nuit là, avec le dernier SmackDown, hein. On peut difficilement faire plus contrasté en termes de qualité de show et puis surtout de choix de main event, je pense, hein. On était en analyse, toi et moi, là on s'y retrouve, mais il y a Ouais, bien que, c'est le montagne russe en ce moment côté voilà, WWE. il y a bien que nous qui sommes restés les mêmes d'un show à l'autre, sinon tout le reste complètement différent. Bah d'ailleurs, voilà, papy, nous avons fini pour ce Monday Night Raw. L'avant Oui, c'est ça, c'était l'avant-dernier avant Extreme Rules The Horror Show. Il nous restera un Go Home Show la Yes. semaine prochaine. Eh bien, écoute, je te laisse nous donner ton mot de la fin, ton top, ton flop et ta note pour ce Monday Night Raw. Plein de surprises. Ouh, oui, effectivement, plein de surprises. Alors, j'hésite à donner mon top pour les surprises, en fait, parce qu'il y en avait tellement, c'était plutôt bienvenu et ça a bien rythmé le show. Mais ah là là C'est un là peu là, vague. c'est un peu vague, ouais. Pareil, les tauliers, ça serait un peu vague aussi. Mm. Heu, je vais le donner, je vais faire je vais le donner au main event, du coup, pour avoir effectivement, là, il y avait 5 filles, là, dans le main event et je trouve qu'elles ont toutes fait leur partition comme il fallait, en fait. Que ce soit les catcheuses dans le ring, que ce soit les supports, que ce soit, effectivement Nikki Cross qui s'assume en personnage et je l'avais p je crois que c'est la semaine dernière, je m'en étais plaint qu'en fait, elle participait pas assez à la FUD, pour le main event de SmackDown. Elle était Mm. pas assez intervenue. Puis là, du coup, voilà, elle assume son statut de number one contender et on la voit. Donc, il faut qu'elle se montre et c'est bien, même si j'ai pas trop aimé son plexi, mais le reste était plutôt bien. Donc, voilà, en plus 20-25 minutes de catch en main event, globalement, ça mérite quoi qu'il arrive un top. Donc voilà pour ça. Pour le flop, là, c'est compliqué à trouver, je trouve, parce que Mm. finalement, il y a pas de segment vraiment faible dans le show. Bah, alors bien sûr, tu as la low card qui est faible, mais c'est pareil, c'est autant j'ai envie de donner un top pour, quand on met du bon catch en main event, autant j'ai pas envie de donner un flop pour la low card qui fait la low card, en fait. Oui, Les filles, elles ont duré 2 minutes leur match a duré 2 minutes 30. Voilà, ça a pas gâché notre soirée, tu vois? Donc, j'ai pas envie de leur donner, même si le finisher de notre ami, pas Peyton Ross, mais l'autre, Billy et Kay. je l'aime pas du tout, Billie Kay, voilà. Hem, Même si je l'aime pas du tout, je vais pas lui donner, je vais le donner, le flop à la redondance dans le recrutement des faces par MVP et Rollins. Ouais. Parce que, voilà, c'était trop simultané, trop en même temps et puis comme tu le dis, ils recrutent personne en plus, depuis Austin Theory, il y a personne qui a rejoint une quelconque équipe donc voilà, il faut soit qu'ils séparent un peu les trucs, soit qu'il y en a un des 2 qui avance plus que l'autre, je sais pas. En tout cas, faut que ça change et que ça soit moins similaire dans la constance du truc, voilà, j'ai dit une phrase qui voulait rien dire, mais vous la prenez, c'est comme ça, c'est gratuit. Heu et ma note, du coup, moi, pour un bon show, là, il y a je vraiment, j'ai vraiment comme vous voyez, j'ai galéré pour trouver le flop. Donc du coup, je vais mettre une bonne note, un bon 3,5. Voilà, je pense que c'est une de mes meilleures notes pour comment dire? Un weekly depuis le début du Coronamania. C'était un très très bon Monday Night Raw, j'ai trouvé aussi. Plein de surprises et plein de bonnes choses qui se sont passées. Je suis content, enfin c'est positivement surpris que tu donnes ton top à tout ce segment Sacha et Bayley. Tant mieux pour elles, hein, parce qu'elles sont passées par des heures où on les a un petit peu plus clashées ici à Catch Up. Mais nous, on est comme ça, hein, on n'a pas de mauvaise tête, on n'a pas d'idéologie. Si quelqu'un devient quelqu'un qui fait que de la merde pendant 2 ans, mais qui se met à faire un bon truc une semaine, on saura lui dire qu'il a fait un bon truc au bout d'un moment. Mon cœur va quand même aller, parce que je suis un garçon sensible et ému et tout ça, je vais quand même donner mon top à Heath Slater et à sa performance inattendue au micro, surtout évidemment, pas in-ring. Et ce choix scénaristique qui, à mon avis, va faire parler ou a fait déjà parler. On peut se poser la question. Donc, est-ce que Heath Slater est de retour? Est-ce qu'il va re-signer? Est-ce qu'il repart
dans une storyline? Est-ce que c'était juste un one shot et puis il est vraiment viré? Est-ce que la WWE pousse le cynisme à faire juste un contrat d'un soir, un mec qui est viré juste que pour une histoire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est plein de questions là-dessus. Donc bon choix de la part de la WWE. Et ça m'a fait plaisir aussi de revoir le rouquin, même s'il a pris des bonnes petites joues. D'ailleurs, il a l'air plutôt en forme finalement. Et mon flop, moi je vais le mettre au seul truc qui m'a un peu déçu, c'est l'annonce de la stipu de Rey Mysterio. Parce que tout le monde a été dans la merde. D'ailleurs, les commentateurs aussi ont dit qu'est-ce que ça veut Ouais, dire. Il y en a un, je sais plus lequel, qui a dit oula, Seth Rollins comprend dans quoi il s'est engagé, mais Seth Rollins il avait pas l'air de comprendre du tout. Donc en fait, je trouve que il y a, il y a pas de public, donc c'est un peu différent, mais quand même le téléspectateur, on aurait aimé un truc d'une intensité, quoi. On aurait aimé popper ou se dire waouh, genre. Mais là, c'est un peu ce qu'avait dit Drew McIntyre au début là pour Dolph Ziggler en disant ça peut être n'importe quel stipule, ça peut être des requins, des volcans, des bidules. Bah là, c'est un peu c'est ouais, des yeux. ils sont Voilà. partis là-dessus. Ils sont partis là-dessus, ils vont faire une bataille de yeux. Alors peut-être ils vont se regarder droit dans les yeux, c'est le premier qui clean qui a perdu. Je sais pas si ça peut être une Peut-être un truc stipule. comme dans koh, tu sais, ils vont peut-être devoir manger des yeux. Ah ouais, une possibilité ça aussi. Bref, on verra bien si ça peut donner quelque chose de bien, je dis pas le contraire, mais là c'était un peu décevant. Et par contre, écoute, nous allons faire une égalité pour la moyenne, 3,5 aussi sur ce bon Monday Night Ouais. Raw. Plein de bons segments, plein de matchs qu'on a envie de voir. Je trouve qu'Extreme Rules est pour le moment plutôt bien vendu, même si on attend un peu plus de clarté dans la carte et dans les stipus notamment. Ça manque peut-être encore un peu là pour les titres de ci de là, les Big Ah, mais elles Show. sont secrètes, les stipus, donc c'est pour Ah ça oui, qu'on c'est les a vrai. pas. Ouais. En fait, c'est pas Extreme Rules The Horror Show, c'est Extreme Rules Secret Story en fait. Exactement, ouais. Voilà, bah écoute, papy, bon, des fois on est là tous les deux et on fait des shows pas faciles, hein. C'était le cas du dernier SmackDown. Là, on se fait plaisir, hein. Ça a été un petit régal ce Monday Night Raw. Ah, c'est quand même bien plus agréable de commenter ce genre de show que de devoir ramer pour 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 convaincre, un SmackDown. Mais bon, c'est pas grave. Oui, nous on n'est pas là pour convaincre de la qualité de show, hein. À la limite, même quand c'est pour dézinguer, on est là, mais c'est vrai que bah, on est plus content de partager ce qu'on a aimé que de partager ce qui nous a déçus. Donc j'espère que vous avez aimé cette analyse, que vous avez aimé aussi le Monday Night Raw, tant qu'à faire, si vous êtes d'accord avec nous ou pas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous envoyer des messages, à réagir, à écouter, à partager. Donc je vous rappelle, pour les formats podcast, si vous voulez nous écouter dans la voiture, à la plage, dans le travail, je ne sais pas où, pendant que vous faites votre sieste, Aux vous êtes toilettes. aux toilettes, voilà, vous avez PodCloud, iTunes, Spotify, une version vidéo sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne de catch-up et puis réaction sur Instagram, sur Facebook et surtout sur Twitter, catch-up CDC. Et un petit coucou aux gens du Discord qui sont là et qui nous écoutent. Rejoignez le Discord catch-up. En plus, je sais que Papy lance des FUD contre certains des participants du Discord. Il y a des matchs à l'octogone qui sont en train de se prévoir, je ne sais quoi, mais il y a de l'aventure et tu piquais même les gimmicks de Bailey pour provoquer tes adversaires. Tu peux nous en dire plus là? Tu fais partie de. Tu veux devenir Papy Tree Voilà, Brands? moi je vais être, papy Free Bronze, papy Two Bells, je pense que c'est important quand même d'avoir un point de vue et de le défendre. Alors, si jamais, les arguments ne percent pas, bah, dans ce cas-là, une bonne patate dans la tronche, c'est la violence, c'est ça la vie les enfants. Écoutez-nous, la violence c'est bien. Faites ça chez vous. Voilà, on est là pour ça. Vive la violence. Bonnes semaines à toutes et à tous. Continuez de nous suivre, de nous partager, de nous faire connaître. Vous êtes de plus en plus nombreux. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode de Catch Up. Merci papy, à très bientôt et ciao tout le monde. Merci Raphaël, à bientôt tout le monde, portez-vous bien et vous battez pas trop quand même, hein, je blaguais tout à l'heure. Octogone contre le Cannelé de Bordeaux. Ouais, mais moi je vais te dire un truc, c'est la Binous du Nord qui va s'imposer.